De Trappes à Aspen, la trajectoire de la chef Mawa McQueen, à l'hommage à Marie Scondé, auteure multiprimée, en passant par les femmes de l'ONG Nous sommes la solution, garante de la sécurité alimentaire, je vous propose un florilège de voix de femmes. Être femme, noire et chef dans le milieu de la cuisine, qui est réputé exigeant et compétitif, n'est pas aisé. Comment avez-vous surmonté les défis tout au long de votre carrière? En fait, il y a une phrase que je me dis toujours que les Américains noirs se disent il faut que je travaille 10 fois plus pour avoir la moitié de ce que le blanc a. Et donc, à chaque fois, c'est ce que je faisais. Et je me suis dit, si je n'y arrive pas, c'est parce que je n'ai pas assez travaillé. Je suis comme une éponge. J'aime apprendre. Je fais souvent des séminaires, j'ai des coachs, tout ce qui aide. Mais surtout, je crois que c'est le mental. C'est vraiment c'est notre façon de penser. Parce que vous savez que 90% de nos pensées, en fait, contribuent à la vie qu'on mène. Qu'on réussisse ou pas, c'est les pensées négatives, c'est les pensées positives, c'est plus ça qu'autre chose. Les barrières qu'on se met soi-même. Et c'était quelque chose d'extraordinaire de comprendre ça. Je ne savais pas que me dire « Oh, je suis une femme noire je ne me suis jamais vue comme ça, except dire qu'il faut que je travaille 2 fois plus. Parce que mes données sont faussées. Je viens de Trappes, je n'ai pas fait de hautes études, donc il faut que je sois la meilleure. En fait, c'était ça. Il faut que je sois la meilleure. Que personne ne puisse dire « Oh, elle a eu parce que… » Non. Je bats tout le monde J'ai par mon avancé travail. seule. Voilà. Vous avez voulu quitter Trappes, Mhm, aller à Londres pour mhm, apprendre l'anglais, mhm. pour ensuite partir aux États-Unis. Donc, Parce que j'ai déjà, vu il y avait de l'ambition déjà. Bien sûr, non, j'avais de l'ambition. Mais ici, je n'ai pas vu des gens comme moi. Moi, je l'ai vu aux États-Unis, c'est pour ça. Aujourd'hui, je vois des gens comme moi. Donc, c'est possible. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, on a des exemples. Avoir des références. Avoir des références. On n'avait pas de références. Moi, je suis émerveillée. C'est comme si je redécouvrais la France une fois de plus, quoi. C'est génial. Je ne dis pas que ce n'est pas facile. Je ne dis pas qu'on n'a pas de barrière. Mais ce que je veux dire, c'est quand on sait à quoi s'en tenir, eh ben, c'est pas plus facile, mais on sait pourquoi on le fait. Il y a Ça, plus en fait. d'engagement. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait aux États-Unis en sachant que les États-Unis, même si c'est raciste, même si c'est plus dur, on parle de Aspen, il n'y a pas de noirs là-bas. C'est vraiment une élite, ils ont leur façon de penser, leur façon de faire. C'est super difficile de réussir, surtout en tant que chef. J'aurais eu plus de chance si j'étais à Chicago, en Californie, aux endroits beaucoup plus populaires. Oui, mais la qualité de votre travail parle pour vous. Oui. Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre engagement pour promouvoir l'agroforesterie? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que par rapport au bien-être familial, vraiment, c'est les femmes qui sont au cœur de la production de cette agriculture pour nourrir leur famille sainement et dans la durabilité, parce que c'est elles qui étaient dans l'agriculture vivrière. Donc cette agriculture vivrière, tout son contenu, c'est ce qu'on retrouve dans la pratique agroécologique. Mais dans cette pratique, les femmes ne sont pas propriétaires de terre. Elles sont les actrices incontournables de cette autoconsommation, mais elles sont sans terre. Donc aujourd'hui, le travail que ce mouvement est en train de promouvoir, c'est un peu faire valoir le rôle et la place de la femme dans l'agriculture familiale africaine pour enfin trouver une solution à leurs problèmes d'appropriation à la terre, pas l'accès. L'accès, elle est déjà là, mais cela ne permet pas aux femmes d'être autonomes. Donc aujourd'hui, quelle est la question qu'on doit se poser? C'est l'appropriation des femmes à la terre. Si vous deviez vous adresser au ministre de l'Agriculture africain, qu'est-ce que vous leur diriez? Aujourd'hui, si j'ai l'occasion de me présenter avec le ministre de l'Agriculture africain,
je lui dirais que, à mon avis, le seul moyen de lutter contre les changements climatiques, c'est la promotion de la pratique agroécologique en prenant en compte l'aspect femme, parce que c'est l'actrice incontournable de cette pratique. C'est elle qui détient les savoirs et savoir-faire paysans qui sont autour de la pratique agroécologique. Donc, je pense que si nous voulons vivre dans la durabilité et permettre aux générations futures d'œuvrer dans l'agriculture, nous devons opter pour la pratique agroécologique tout en appuyant cette vision de promotion de l'agroécologie, mais aussi en prenant en compte cet aspect de femme, plus précisément la femme rurale. Les femmes nourrissent le monde alors. Exactement. Nous disons que par nos mains et par nos valeurs, nous femmes nourrissons le monde. Et un des messages de Nous sommes la solution. Et nous pensons qu'aujourd'hui, pour aller vers cette souveraineté alimentaire, nous devons produire ce que nous mangeons et nous devons manger ce que nous produisons. Ça encore, c'est un autre message du mouvement Nous sommes la solution. Si vous deviez définir ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est? Ben, la démocratie, c'est, vous savez, c'est issu de la Grèce antique. La Grèce antique et l'Italie antique, qui à l'époque étaient constituées de villages, comme des villages, ce n'étaient pas des grandes nations. Alors, la démocratie, c'était donc un mode de désignation de ceux qui devaient assumer les fonctions d'État. Un mode de désignation. À l'époque, il y avait le mode le plus connu, c'était le tirage au sort. Donc, pour tirer au sort, on devait avoir une liste d'aptitudes, comme on appelle ça, dit les candidats. On dit, voilà les caractéristiques que doivent avoir les candidats. Maintenant, on sélectionne les candidats et maintenant, on tire au sort. Mais lorsque les États, la Grèce, par exemple, est sortie d'une conglomération de villages et est devenue une nation, il a fallu inventer un mode de choix. Et au XVIIIe siècle, les élections ont apparu comme mode de choix. Sinon, au départ de la démocratie, il n'y avait pas les élections. Comment passe-t-on du statut d'électeur à celui d'électeur citoyen, comme vous le dites dans votre livre? L'électeur citoyen, en fait, je veux parler de l'électeur sentinelle, c'est-à-dire qui fait en sorte que les élections ne soient pas un ring de violence. Il fait en sorte que l'élection soit apaisée, qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Or, nous, en Afrique, on est un peu loin de là. Il n'y a jamais zéro mort. Voilà, il n'y a jamais zéro mort. Et tout simplement parce qu'on n'a pas compris. Vous voyez, quand on dit les mathématiques, là, quand vous allez dans un bureau de vote, chacun a son candidat. Mais généralement, quand vous sillonnez les bureaux de vote, ceux qui représentent les candidats n'ont même pas de notion mathématique. Donc, on vient, on leur dit, bon, on va faire la comptabilité des voix, et puis on prend un système, on prend le tableau, on écrit, quand c'est 5, on barre, lui ne comprend pas. Et après, lorsqu'on annonce, ceux qui annoncent, celui qui ne sait pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il faut former disons, le citoyen à la chose électorale. Avec vous, nous allons rendre hommage à une grande dame de la littérature francophone et postcoloniale que fut Maryse Condé. Pour quelles raisons ces thèmes de prédilection ont-ils été les conflits sociaux et politiques avec une mise en lumière des traditions et des cultures des Caraïbes? Je crois qu'elle est simplement sensible aux problèmes majeurs de son temps en tant que Guadeloupéenne. Il y a la question des races, entre guillemets, mots qu'on n'emploie plus, de la couleur de la peau, de ces petites nuances qui font qu'un enfant peut hurler en regardant un noir ou demander si en frottant votre peau, ce n'est pas du chocolat qui va s'en aller. Ça m'est arrivé. Donc, des attitudes de rejet dont elle a été elle-même victime parce qu'elle a voulu rester elle-même et non se fondre totalement, intégralement dans les cultures et les sociétés qui l'accueillaient. Donc, d'une certaine façon,
Maryse Condé me semble une force de résistance à l'autodestruction parce qu'elle a vécu des expériences qui auraient laminé n'importe quelle autre personne qu'elle a vécues dans sa chair. Et pourtant, c'est de ces épreuves qu'elle a trouvé la force et la matière de ce qu'est son œuvre. Alors, dans sa bibliographie, il y a une œuvre majeure, hein, c'est Ségou, en 2 tomes, hein, qui décrit la grandeur, mais également le lent déclin de l'Empire Bambara. Qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que ça a représenté pour Maryse Condé elle-même? Dans l'histoire de la littérature africaine, il y a des textes majeurs, mais je pense que Ségou, par l'importance, c'est une fresque, nous dit-on, l'importance de l'Empire Bambara de Ségou dans les combats des États africains antécoloniaux. Mais aussi, peut-être, je dirais, le Bambara est une langue qui fédère ce que ces États que la colonisation a morcelés. Un peu de Guinée, beaucoup de Mali, un peu de Côte d'Ivoire, un peu de Haute-Volta et aussi pas trop loin de la Gold Coast, le Bénin, le Ghana, etc. Pour dire que cet espace-là a vu, depuis le Moyen Âge, des grandes choses se faire, des grandes choses qui ont été occultées au point qu'on ait pu dire que les Africains n'ont pas de civilisation, que les Africains n'ont pas d'histoire, n'ont pas d'histoire, n'ont pas de culture, n'ont même pas de littérature.